La lanterne vacillait doucement contre la fenêtre de la petite maison en pierre, la première lumière que je voyais ici depuis 10 longues années. Je descendis lentement de cheval, chaque muscle de mon corps marqué par le temps tendu à l'extrême. Mon vieux revolver modèle 1892 pendait lourdement à ma ceinture. Ici, dans les montagnes du Massif central, à plus de 30 km de Clermont-Ferrand, les étrangers signifiaient souvent les ennuis, voleurs de bétail, chasseurs de primes ou pire encore. Mais quand je poussai la porte, ce que je vis glaça mon sang. Une femme était assise dans le fauteuil de Claire, lisant son journal intime à la lumière d'une bougie. Ses cheveux blonds tombaient en cascade sur ses épaules, rappelant les champs de blé sous le vent d'été. Les mêmes mains délicates qui, autrefois, avaient effleuré mon visage. La même courbe gracieuse du cou qui hantait mes rêves depuis une décennie. Claire. Le mot s'échappa de mes lèvres comme une prière. Elle leva les yeux, et ses iris marron familiers croisèrent les miens. Mais son visage était plus jeune, plus sauvage, plus vivant. « Je m'appelle Élise », murmura-t-elle, la sœur de Claire. Ma main se posa instinctivement sur mon revolver. En cet instant, tous les murs que j'avais patiemment érigés autour de mon cœur commencèrent à s'effondrer. 10 ans de solitude, 10 ans de deuil fidèle, et voilà ce fantôme incarné, assis dans le fauteuil de ma défunte femme. Que pouvait faire un homme quand le passé revenait sous un autre visage? Quand désir et culpabilité s'entrechoquaient comme un orage dans sa poitrine? Le vent du mois de novembre balayait les collines autour de la maison. Je sentais la tempête arriver, pas seulement celle qui allait déchirer le ciel, mais celle qui menaçait de tout emporter en moi. Élise bougea dans la cuisine, ses gestes pleins d'une grâce inconsciente, et pour la première fois depuis 10 ans, quelque chose au fond de ma poitrine commença à fondre. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à l'espoir. Mais l'espoir, j'allais bientôt le découvrir, est souvent la chose la plus dangereuse qui soit. Les jours suivants s'écoulèrent comme dans un rêve étrange, entre réalité brute et mirage fragile. Élise ne savait pas cuisiner, ou du moins pas à la manière des paysans du Puy-de-Dôme. Elle brûlait le pain, salait trop la soupe, et transformait le café en une potion noire aussi amère que la vie elle-même. Pourtant, elle s'efforçait chaque matin, comme si chaque repas raté pouvait réparer un peu le passé. Je l'observais souvent sans qu'elle ne s'en rende compte. La façon dont elle mordillait sa lèvre inférieure quand elle se concentrait, ou la manière dont elle repoussait une mèche rebelle derrière son oreille. Son cou fin, découvert par l'écharpe qu'elle avait ôtée, révélait une peau douce, presque lumineuse sous la lumière vacillante de la lampe à pétrole. Elle portait une robe en coton bleu clair, simple, avec un col légèrement décolleté, juste assez pour éveiller un frisson chez un homme qui n'avait pas connu de tendresse depuis trop longtemps. Élise n'était pas Claire. Elle était le feu, là où Claire était l'eau. Mais elle portait en elle la même force sauvage, née des terres âpres, des hivers rudes, et des nuits passées à écouter le vent hurler comme un loup affamé. Un matin, nous partîmes vérifier le bétail ensemble. Elle monta à cheval comme un débutant maladroit, tombant 3 fois avant de réussir à dompter sa monture. Un taureau fantôme manqua de la piétiner, mais elle se releva chaque fois, défiant la douleur et la peur avec une ténacité que je n'avais pas vue depuis des années. Je me surpris à être fier d'elle, à vouloir la protéger, à la regarder avec des yeux que je croyais fermés pour toujours. Et pourtant, chaque sourire qu'elle m'adressait était une blessure ouverte, un rappel douloureux de ce que j'avais perdu. La nuit, quand le vent glacé s'engouffrait dans les fissures de la maison, je me demandais si j'étais prêt à affronter ce nouveau combat. Parce qu'avec Élise, ce n'était pas seulement la mémoire de Claire qui revenait me hanter. C'était un avenir incertain, brûlant, dangereux. Et dans cette obscurité vibrante, une question me hantait, jusqu'où pourrais-je aller pour aimer à nouveau, sans trahir le souvenir de celle que j'avais perdue? Ce soir-là, la cuisine était baignée d'une lumière douce, presque dorée, que la bougie posée sur la table projetait sur les murs en pierre brute. Élise portait une robe en lin écru, simple mais élégante, qui épousait ses formes sans jamais les dévoiler trop franchement. Ses cheveux blonds, attachés en un chignon flou, laissaient échapper quelques mèches rebelles qui dansaient autour de son visage, encadrant ses pommettes légèrement rosées. Aux pieds, des bottines en cuir usé, ternies par les longues marches dans les champs, ajoutaient à son allure ce mélange parfait d'innocence et de sauvagerie. Elle tenait dans ses mains le vieux journal de Claire, son regard à la fois concentré et vulnérable. Je restais immobile dans l'encadrement de la porte, observant ce tableau silencieux qui me bouleversait plus que je ne voulais l'admettre. Chaque page tournée faisait résonner dans ma poitrine le poids de 10 années de souvenirs, de regrets, et de rêves brisés. Tu sais, dit-elle soudain, sans lever les yeux, Claire écrivait beaucoup, mais elle ne m'a jamais parlé de toi comme ça. Sa voix était douce,
presque fragile, mais elle contenait une force surprenante. C'est comme si je découvrais un secret que je n'étais pas censé connaître. Je m'approchai lentement, le bois craquant sous mes bottes. Claire avait ses raisons, Élise. Le passé est un labyrinthe où l'on se perd souvent. Elle leva enfin le regard vers moi, et je vis dans ses yeux une lueur d'espièglerie mêlée à une tristesse profonde. Alors, t'es prêt à te perdre avec moi, dans ce labyrinthe, lança-t-elle avec un sourire en coin. Je ne pus m'empêcher de rire, un rire rauque et sincère, comme si un poids venait de se délester de mes épaules. Et pourquoi pas? Après tout, je suis un vieux briscard, pas un enfant. Je sais manier le colt, mais je suis encore meilleur pour naviguer entre les ombres du passé. Elle se leva, s'approchant de moi avec une grâce naturelle, et me tendit le journal. Alors, monsieur le cavalier, on commence par où? Je pris le carnet, sentant le cuir usé sous mes doigts, et répondis en souriant, par le commencement. Parce que chaque histoire mérite qu'on la raconte, surtout celle qui brûle dans nos veines. Dans ce silence complice, alors que la nuit enveloppait la maison, je sentis une étincelle naître en moi, une promesse muette que ce voyage ne serait pas seulement celui du souvenir, mais celui d'une renaissance. Mais au fond de moi, une ombre persistait, pourquoi Élise avait-elle choisi de revenir ici, maintenant? Que cherchait-elle vraiment dans cette maison où Claire avait laissé sa vie et où moi, j'avais enterré la mienne? La tempête grondait dehors, les rafales secouant la vieille maison comme pour réveiller des secrets enfouis. La lumière vacillante de la bougie projetait des ombres dansantes sur les murs, et je pouvais sentir le poids du silence s'épaissir entre Élise et moi. Elle portait cette fois une robe en velours vert bouteille, dont l'éclat semblait capturer la lumière pour la renvoyer en éclats mystérieux. Le col légèrement ouvert laissait deviner la courbe délicate de sa clavicule, ajoutant à son allure une sensualité discrète, presque interdite. Ses yeux, profonds et sombres, fixaient le parquet comme si elle cherchait à y déchiffrer un message secret. Tu sais, murmura-t-elle en brisant la glace, ce coin de France n'a jamais été tendre avec les rêves. Je hochai la tête. Ça, c'est vrai. Mais parfois, ce sont les rêves qui nous sauvent. Elle me regarda enfin, un sourire triste aux lèvres. Et toi, Ethan, ou plutôt Étienne, t'as encore des rêves? Je laissai échapper un soupir, le regard perdu dans les flammes qui léchaient la cheminée. J'en avais, oui. Jusqu'à ce que l'hiver de 2013 emporte Claire, et tout ce qui comptait. Ses doigts jouaient nerveusement avec une petite chaîne en argent qui pendait à son cou, un détail que je remarquai sans pouvoir détourner les yeux. Tu sais, ce n'est pas toujours facile d'être la sœur d'une femme qu'on a aimée. Je levai les yeux vers elle, intrigué. Pourquoi es-tu venue ici, Élise? Pourquoi maintenant? Elle baissa la tête, hésitante, puis murmura, parce que Claire, elle n'est pas morte seule. Un frisson me parcourut l'échine. Cette révélation tombait comme une bombe dans le calme apparent de cette nuit d'hiver. Mes poings se serrèrent, mes doigts crispés sur le bois de la chaise. Qu'est-ce que tu veux dire, demandai-je, la voix rauque. Elle releva enfin les yeux, un éclat de feu dans son regard. Il y a des choses que tu ignores. Des ombres qui rampent encore autour de cette maison. Et je suis venu pour les affronter. Je sentis mon cœur battre plus fort, un mélange d'appréhension et d'espoir. Ce combat promettait d'être bien plus dangereux que tout ce que j'avais affronté jusqu'à présent. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, je ne voulais pas être seul. Le vent hurlait à l'extérieur, comme une bête sauvage en colère, et dans cette nuit noire, une nouvelle histoire commençait à s'écrire, une histoire où passé, désir et mystère s'entrelaceraient jusqu'à l'ultime dénouement. La nuit s'épaississait lorsque nous décidâmes de descendre au village de Saint-Amand, ce petit hameau perdu entre les collines, où les histoires couraient aussi vite que les rumeurs au marché du dimanche. Élise avait insisté, ses yeux braqués sur moi avec cette détermination farouche qui défiait toute prudence. Je la suivais, l'air froid mordant notre peau, tandis que ses pas dans la neige fraîche laissaient une trace fragile et éphémère. Sa robe en laine gris perle flottait légèrement derrière elle, dévoilant ses chevilles fines chaussées de bottines noires vernies, mal assorties à la rudesse du chemin. Un foulard rouge vif entourait son cou, éclat de couleur dans ce paysage blafard. Au café du village, sous l'œil curieux des habitués, nous commandâmes 2 cafés serrés, les parfums âcres réchauffant un peu l'atmosphère. Les villageois nous dévisageaient, murmurant des noms que je reconnaissais, la famille Dupont, les Bennett, les Ranchers du plateau, cette histoire de disparition. Élise fronça les sourcils, ses doigts jouant nerveusement avec la petite bague en argent à son annulaire. Tu vois, Étienne, ici, personne ne croit aux coïncidences. Je haussai les épaules,
tentant de masquer mon malaise. Ni moi non plus. C'est alors qu'un homme s'approcha, un grand gaillard au visage buriné et aux yeux perçants. Il avait ce regard de ceux qui ont trop vu, trop vécu, et peu oublié. « Vous êtes bien Élise Bennett ?» demanda-t-il, la voix grave, un accent du Cantal roulé et rude. Elle acquiesça, la mâchoire serrée. « Qui êtes-vous ? » ? « Je m'appelle Marcel. Je travaillais avec ta sœur, il y a des années. Je sais des choses que tu devrais entendre. » Je sentis mon cœur se serrer. Cette rencontre ne présageait rien de bon. Marcel sortit de sa poche une vieille photo en noir et blanc, jaunie par le temps. On y voyait clair, souriante, mais derrière elle, à peine visible, une silhouette sombre, presque fantomatique. « Cette nuit-là, » murmura Marcel, « il y a eu plus que la tempête et la maladie. Quelqu'un voulait que Claire disparaisse. » Élise pâlit, serrant la photo contre sa poitrine. « Pourquoi ? Qui aurait fait une chose pareille ? » Marcel secoua la tête. « C'est ce que je suis venu vous aider à découvrir. » Le silence s'abattit sur notre table, lourd comme une chape de plomb. La vérité, cachée depuis 10 ans, commençait à émerger, menaçant d'engloutir tout ce que je pensais savoir. Dehors, la neige continuait de tomber, effaçant lentement nos traces, comme si la terre elle-même voulait garder le secret. Mais nous étions prêts à creuser plus profond. Trop profond pour faire marche arrière. Et je sentais, au fond de moi, que cette nuit ne serait que le début d'un long combat, un combat où chaque révélation serait plus dangereuse que la précédente. Le retour à la maison se fit sous un ciel chargé de nuages lourds, la neige tombant en flocons épais qui étouffaient les bruits du monde. Élise marchait devant moi, son pas plus rapide que d'habitude, comme si elle voulait fuir non pas le froid, mais les ombres qui s'étaient réveillées après notre rencontre avec Marcel. Dans le silence glacé, je ne pus m'empêcher de remarquer chaque détail d'elle, sa robe en laine serrée à la taille par une ceinture de cuir usé, son foulard rouge dénoué qui flottait derrière elle comme une bannière rebelle, et surtout ce regard obstiné, défiant le sort et les fantômes du passé. Arrivé à la maison, la cheminée crépitait, projetant une lumière chaleureuse qui contrastait avec la tempête qui grondait dehors. Élise s'effondra dans le fauteuil de Claire, cette même chaise où je l'avais vue pour la première fois, et je m'assis en face d'elle, le journal intime toujours serré entre mes mains. « Marcel nous a donné plus qu'une photo, » dit-elle enfin, la voix tremblante, « il a parlé d'un homme, un certain Lefebvre, qui n'a jamais accepté la disparition de ta femme. » Je fronçai les sourcils. Le nom me rappelait vaguement quelque chose, une vieille querelle entre familles, un différend qui avait mal tourné. Lefebvre, un voisin. Élise hocha la tête. Plus qu'un voisin. Un homme avec des secrets, et peut-être des raisons de vouloir Claire disparue. Un silence pesant s'installa, seulement troublé par le crépitement du feu et le hurlement du vent contre les volets. Je sentais mon cœur battre plus fort, pris entre la peur et une étrange excitation. La vérité était là, à portée de main, mais aussi dangereuse qu'un serpent prêt à mordre. Je me levai, passant une main fatiguée dans mes cheveux. Il faut qu'on aille chez lui. Ce Lefebvre doit nous dire ce qu'il sait. Élise me regarda, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Ensemble ? Je souris, un peu amer. Ensemble, oui. Parce que cette fois, je ne veux plus affronter les fantômes seul. Alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, à l'intérieur de moi une flamme vacillait, fragile mais insistante. Une flamme qui promettait que, cette fois, le passé ne dicterait plus mon avenir. Mais je savais aussi que chaque pas vers Lefebvre serait un pas vers l'inconnu, peut-être même vers le danger. Et quelque part, dans l'obscurité, une présence invisible semblait nous observer, prête à frapper quand nous serions le plus vulnérables. L'aube peinait à percer le voile gris du ciel quand nous prîmes le chemin de la ferme Lefebvre, nichée au creux d'une vallée oubliée, là où les brumes matinales s'accrochaient aux arbres comme des fantômes silencieux. Le sentier, boueux et étroit, serpentait entre les haies de châtaigniers, et chaque pas semblait nous rapprocher d'un passé que je redoutais de revoir. Élise avançait d'un pas assuré, malgré la fatigue visible dans ses yeux sombres. Sa robe en laine, désormais recouverte d'un manteau épais, ondulait au rythme de sa démarche, dévoilant parfois sans le vouloir la courbe élégante de ses jambes longilignes. Son foulard rouge, noué autour du cou, semblait être devenu le symbole de notre défi, une flamme vive dans ce paysage terne. En approchant de la ferme, l'air se fit plus lourd, chargé d'une tension palpable. La bâtisse, vieille et décrépite, semblait recroquevillée sous le poids des années, ses volets mal fermés battant au gré du vent. Une odeur âcre de fumée mêlée à celle de la terre humide flottait dans l'air. Je toquai à la porte,
mon cœur battant la chamade. Après un long silence, une voix rauque répondit, « Qui va là ?» Étienne Moreau, dis-je d'une voix ferme, et Élise Bennett. Nous avons des questions pour Monsieur Lefebvre. La porte s'ouvrit lentement, révélant un homme d'âge mûr au visage buriné, aux yeux durs comme la pierre. Ses mains calleuses serraient un vieux chapeau de feutre, et sa silhouette massive dégageait une aura d'autorité mêlée à une menace à peine voilée. Entrez, grogna-t-il, sans un mot de plus. À l'intérieur, l'atmosphère était étouffante, entre le crépitement du feu dans l'âtre et l'ombre des meubles massifs. Lefebvre s'installa dans un fauteuil usé, croisant les bras avec défi. « Que voulez-vous savoir ?» Élise prit une profonde inspiration. « Pourquoi tu n'as jamais cessé de la surveiller ?» Claire. Un rictus amer fendit son visage. Parce qu'elle n'aurait jamais dû quitter cette terre. Parce qu'elle a trahi ce qu'on était. Je sentis la colère monter en moi, mêlée à une douleur sourde. Trahi ? Claire aimait cette terre autant que toi, elle aimait Étienne, elle aimait la liberté. Lefebvre se leva brusquement, faisant craquer le plancher. Vous ne savez rien de ce qu'elle a fait, ni des dangers qu'elle a attirés. La tension monta d'un cran. Élise échangea un regard avec moi, et dans ce silence chargé, une certitude s'imposa, la vérité serait bien plus sombre et complexe que tout ce que nous avions imaginé. Et tandis que Lefebvre ouvrait la bouche pour révéler ses secrets, une ombre glissa derrière la fenêtre, observant chaque mouvement, prête à frapper lorsque nous serions les plus vulnérables. Le souffle court, Lefebvre s'installa à nouveau, son regard dur fixé sur nous comme un juge implacable. La lumière tremblotante de la lampe à pétrole dessinait des traits anguleux sur son visage creusé par les ans, accentuant cette impression d'homme forgé dans la rudesse des terres d'Auvergne. Claire ? Commença-t-il d'une voix rocailleuse, elle n'était pas seulement une rêveuse. Elle avait découvert des choses. Des choses qui auraient pu nous coûter cher. Élise fronça les sourcils, son regard se faisant plus intense, tandis que je serrais les poings, prêt à affronter les démons du passé. Qu'a-t-elle découvert ? Lefebvre prit une profonde inspiration, puis laissa tomber la vérité comme une pierre dans un puits silencieux. Il y avait un groupe, des hommes influents, qui cherchaient à contrôler les terres autour d'ici. Toi, Étienne, tu ne leur plaisais pas. Je sentis un froid me remonter le long de la colonne vertébrale. Des hommes puissants ? Pourquoi ? Parce que tu refusais de vendre ta terre. Parce que Claire parlait trop, qu'elle voulait changer les choses. Ils ont fait pression, menacé, et quand elle est tombée malade, ils ont choisi de ne pas l'aider. Sa voix se brisa presque, trahissant un mélange de colère et de culpabilité. Élise se leva brusquement, la colère illuminant ses traits. C'est un meurtre déguisé en maladie. Lefebvre hocha lentement la tête. Oui. Un silence pesant tomba alors que les mots s'imprimaient dans nos esprits. La maison semblait retenir son souffle, chaque craquement du bois devenant un écho lugubre de cette révélation. Puis, soudain, un bruit sourd retentit derrière nous, suivi d'un craquement de plancher. Nos regards se tournèrent vers la porte entr'ouverte, où une silhouette se tenait à peine visible dans l'ombre. « Vous n'êtes pas seul », murmura Élise, le souffle coupé. L'ombre glissa furtivement, disparaissant aussi vite qu'elle était apparue, mais le message était clair, quelqu'un surveillait nos moindres mouvements, prêt à agir dans l'ombre. Je sentis la tension grimper, mêlée à une adrénaline familière. Cette enquête venait de basculer dans un jeu dangereux où chaque pas pouvait être le dernier. Élise croisa mon regard, et sans un mot, nous savions que nous n'avions pas le choix, pour découvrir la vérité, il faudrait affronter non seulement le passé, mais aussi les forces obscures qui veillaient à le protéger. La nuit s'était installée lourdement sur la ferme Lefebvre lorsque nous décidâmes de partir, le poids des révélations pesant sur nos épaules comme une chape de plomb. Élise serrait contre elle le journal de Claire, ses doigts tremblants trahissant une émotion qu'elle cherchait à dissimuler. Sa robe de laine avait pris une teinte sombre dans la pénombre, et l'éclat rouge de son foulard semblait s'être estompé, comme aspiré par l'obscurité ambiante. Je jetai un coup d'œil autour, chaque ombre devenant une menace potentielle. Nous étions loin d'être seuls dans cette vallée oubliée, et la silhouette aperçue plus tôt n'était pas un hasard. Quelqu'un, ou quelque chose, voulait nous empêcher de découvrir la vérité. Sur le chemin du retour, le silence entre nous était lourd, chargé d'une tension électrique. Élise brisa finalement le silence, sa voix à peine plus qu'un souffle, « Tu crois qu'ils reviendront ?» Je serrai les rênes de mon cheval, mon regard perdu dans la nuit. Ils ne nous laisseront pas tranquilles tant qu'on fouillera trop profondément. Elle se rapprocha de moi, son parfum mêlé à l'air frais de la nuit. « Et toi, Étienne,
tu es prêt à te battre jusqu'au bout? Je tournai la tête vers elle, la lumière de la lune éclairant à peine les courbes de son visage. Pour Claire, et pour toi, je suis prêt à tout. Un frisson parcourut mon échine, non pas à cause du froid, mais parce que je savais que ces mots scellaient notre destin. Nous étions désormais liés par un pacte silencieux, une promesse de ne pas reculer, même face au danger. À notre retour, la maison semblait plus froide que jamais, comme si les murs eux-mêmes retenaient un souffle anxieux. Je posai la main sur la vieille photographie de Claire, son sourire figé dans le temps. Était-ce là notre dernier espoir, ou le début d'une chute irrémédiable? Alors que je m'apprêtais à éteindre la lampe, un bruit sourd retentit dehors, suivi du craquement d'une branche. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Je me précipitai à la fenêtre, cœur battant, mais l'obscurité ne révéla rien d'autre que le vent hurlant à travers les arbres. Pourtant, au fond de moi, je sus que la nuit ne faisait que commencer. Que les ombres, silencieuses et implacables, s'apprêtaient à frapper. Et qu'une fois encore, il faudrait choisir, fuir ou se battre. Mais cette fois, il n'y aurait pas d'issue facile. Le matin se levait à peine sur la vallée, enveloppant la maison d'une lumière pâle et hésitante, comme si le jour lui-même redoutait ce qui allait suivre. Élise était déjà debout, ses yeux sombres fixant l'horizon brumeux, son foulard rouge noué avec soin autour du cou. Sa robe bleu nuit, serrée à la taille par une fine ceinture de cuir, dessinait la silhouette d'une femme prête à affronter l'inconnu. Je la rejoignis silencieusement, sentant au creux de mon estomac un mélange de peur et de détermination. Le journal de Claire reposait sur la table, ouvert à une page où s'entremêlaient mots d'amour et avertissements voilés. Chaque ligne semblait murmurer un secret que nous n'étions pas encore prêts à entendre. Aujourd'hui, dis-je d'une voix rauque, on met fin à cette histoire. Elle hocha la tête, ses lèvres pincées trahissant une résolution farouche. Ensemble. Nous quittâmes la maison, le vent froid s'engouffrant dans nos vêtements alors que nous chevauchions vers le dernier lieu inscrit dans le journal, la vieille mine abandonnée, là où Claire avait passé ses dernières nuits à chercher des réponses. Le chemin était traître, semé d'embûches, et chaque craquement sous nos sabots faisait écho dans le silence pesant de la forêt. Arrivé devant l'entrée sombre de la mine, une ombre se détacha soudain des arbres. Un homme, silhouette massive, visage caché sous un chapeau large, bloquait notre passage. Ses yeux brillaient d'une lueur meurtrière. « Vous n'auriez jamais dû revenir ici », grogna-t-il. Je sentis mon revolver peser lourd à ma hanche, prêt à défendre ce qu'il restait de notre histoire. Élise serra ma main, un contact brûlant dans le froid du matin. Le temps sembla se suspendre, chaque seconde étirée par la menace qui planait. Et alors que l'homme avançait, un éclat de métal scintilla, une détonation éclata. Le mystère, la douleur, l'amour et la trahison se mêlaient désormais dans une danse dangereuse. Mais dans ce chaos naissant, une chose était claire, ni le passé, ni les ombres ne gagneraient sans combat. Et tandis que la fumée de la balle se dissipait, un dernier secret, plus sombre encore, attendait d'être découvert. Le combat ne faisait que commencer.